Imaginez une maison dont chaque mur est fissuré, mais où les habitants refusent de reconnaître l'origine de ces craquelures. Cette maison, c'est la relation entre l'Algérie et la France. Les fissures sont visibles partout, dans la mémoire des peuples, dans les archives qui dorment encore sous clé, dans les crânes de résistants algériens exposés comme des reliques dans les musées parisiens. Pour Alger, le passé colonial n'est pas un chapitre clos, mais un champ de bataille encore actif. La mémoire est une arme, et tant que la France refusera d'ouvrir entièrement ses archives, de restituer ses restes humains ou de reconnaître l'impact dévastateur des essais nucléaires dans le Sahara, cette arme restera pointée sur la table des négociations. Ce qui rend cette blessure unique, c'est sa permanence. Les générations changent, mais les cicatrices demeurent. Les familles des victimes de la colonisation ou des irradiés des essais nucléaires ne lisent pas l'histoire dans les manuels, elles la portent dans leur chair. Ce sont leurs récits qui alimentent l'imaginaire collectif d'une nation entière. Et face à cela, Paris tente souvent de tempérer, d'arrondir les angles, sans jamais véritablement trancher. Les excuses ne sont pas prononcées ou seulement à demi-mot, comme si admettre pleinement cette histoire revenait à céder une part de souveraineté symbolique. Mais la mémoire, contrairement à un dossier administratif, ne se range pas dans une armoire. Elle hante, elle ressurgit, elle s'impose dans chaque geste politique. Chaque rencontre entre les deux présidents est parasitée par cette ombre. Comment tourner la page quand le livre lui-même n'a jamais été refermé ? Pour Alger, il n'est pas question d'oublier, encore moins de pardonner sans réparation. Pour Paris, la difficulté est double. Reconnaître sans se fragiliser, assumer sans risquer l'explosion d'un débat intérieur où l'histoire coloniale reste une ligne de fracture nationale. Dans ce champ de tension, la mémoire devient un outil diplomatique. Elle n'est pas seulement un héritage, mais une arme stratégique. Alger l'utilise pour rappeler à Paris que le temps n'a pas effacé les responsabilités, et tant que cette question ne sera pas abordée de manière frontale, la relation restera bâtie sur des fissures prêtes à s'élargir au moindre choc. Il fut un temps où, pour entrer en Algérie, il fallait passer par Paris. Aujourd'hui, le monde s'invite directement à Alger et la France découvre qu'elle n'est plus l'unique clé. Le paysage économique et diplomatique de l'Algérie a changé à une vitesse vertigineuse. Les investissements qui autrefois semblaient naturellement revenir aux entreprises françaises sont désormais disputés par d'autres acteurs. La Chine, avec ses projets d'infrastructures monumentales, la Turquie qui tisse des liens commerciaux et culturels profonds, l'Italie et l'Espagne qui voient en l'Algérie un partenaire énergétique vital, les États-Unis qui cherchent à sécuriser leur présence dans une région stratégique. Paris, habitué à un statut privilégié, se retrouve peu à peu relégué dans une position marginale. Ce basculement n'est pas seulement économique, il traduit une affirmation politique. Alger refuse de se laisser enfermer dans une dépendance héritée du passé. Chaque accord signé avec Pékin, chaque partenariat ouvert avec Ankara, chaque livraison de gaz à Rome est un message adressé à Paris. Nous avons des alternatives. Cette diversification redonne confiance à l'Algérie, qui peut désormais négocier avec la France non plus en position de demandeur, mais d'égal à égal. Pour la France, cette perte d'influence est un choc, car au-delà des chiffres et des marchés, il s'agit d'un effritement symbolique. L'Algérie n'est plus un terrain réservé aux vieilles entreprises françaises, mais un espace ouvert à la compétition mondiale. Et dans ce jeu, Paris peine à s'adapter. Elle se heurte à un discours officiel algérien qui insiste « Toute coopération doit reposer sur le respect mutuel et non sur des privilèges hérités de l'époque coloniale ».
Ce déplacement d'équilibre transforme profondément la relation. Il ne s'agit plus d'un lien vertical où la France dictait les conditions, mais d'un réseau complexe où Alger choisit ses partenaires. Pour l'Algérie, cette ouverture est une affirmation de souveraineté. Pour la France, elle marque la fin d'un monopole historique. Et dans cette nouvelle géographie des influences, chaque contrat signé avec un acteur non français devient une victoire symbolique contre l'ancien ordre. Il suffit parfois d'un nom, d'une affaire, d'un visage projeté sur les écrans pour que la relation entre deux pays bascule dans la crispation. L'histoire récente des relations entre l'Algérie et la France est jalonnée de ces controverses qui prennent une dimension disproportionnée, mais qui révèle en réalité un terrain déjà miné par la méfiance. L'affaire de l'opposant algérien Amir Dad, installé en France, en est l'illustration parfaite. À Paris, il est présenté comme une victime des abus de pouvoir algériens. À Alger, son nom devient le symbole d'une instrumentalisation médiatique destinée à exercer une pression politique. Chaque camp raconte son récit, chaque récit est amplifié par les médias et ce qui pourrait être une discussion discrète entre diplomates devient une fracture médiatique exposée à l'opinion publique. Ces fractures ne sont pas seulement des péripéties diplomatiques, elles agissent comme des révélateurs d'une méfiance profonde. Pour Alger, chaque critique française est perçue comme une ingérence, chaque rapport d'ONG comme une tentative de mise sous tutelle. Pour Paris, chaque réaction algérienne est l'expression d'une intransigeance excessive, d'un refus de dialoguer dans un langage moderne, de droit et de liberté. Entre ces perceptions, la communication devient un champ de bataille où chaque mot est scruté, interprété, détourné. Et derrière ces affaires médiatisées se cache une mécanique beaucoup plus subtile, la diplomatie des symboles. Une invitation annulée, un visa restreint, une déclaration maladroite d'un ministre, autant de gestes qui prennent une dimension quasi théâtrale où chaque détail compte. Dans ce théâtre, Alger met en avant son principe fondamental, la souveraineté nationale. C'est la ligne rouge, celle qui ne souffre aucune concession. La France, en revanche, navigue entre calculs diplomatiques et contraintes intérieures, où l'opinion publique et les équilibres politiques internes pèsent sur chaque décision. Ces fractures politiques et diplomatiques, répétées à intervalles réguliers, ne sont pas des accidents. Elles sont la manifestation d'une relation où la confiance n'existe plus qu'à l'état résiduel et où le moindre incident peut être perçu comme une provocation. La Méditerranée n'est pas une frontière, c'est un échiquier, et sur cet échiquier, chaque mouvement de l'Algérie et de la France redessine l'équilibre des forces. Le Sahara occidental constitue l'un des points de tension les plus explosifs. Alger défend avec constance le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, tandis que Paris adopte une position alignée sur Rabat. Derrière ce désaccord diplomatique, c'est toute une conception de l'ordre régional qui se joue. Pour l'Algérie, soutenir les Sahraouis est un devoir historique et un pilier de sa diplomatie indépendante. Pour la France, maintenir son alliance avec le Maroc est un choix stratégique qui garantit ses intérêts au Maghreb et au-delà, mais ce n'est pas le seul front. L'activisme diplomatique algérien en Afrique, en particulier son rapprochement avec des puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie, inquiète Paris. Ce n'est pas seulement une compétition économique, c'est une bataille d'influence. La France, qui s'est longtemps pensée comme l'acteur central du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, voit émerger un rival capable d'offrir une alternative politique et militaire aux pays africains. Alger, en multipliant les alliances, envoie un signal clair. Elle n'est plus le prolongement d'une ancienne colonie, mais une puissance régionale en quête de rayonnement.
Ce duel dépasse le cadre bilatéral, il s'inscrit dans une recomposition mondiale où l'Occident, fragilisé, doit composer avec de nouvelles puissances. Dans cette recomposition, l'Algérie s'affirme comme un pivot, un acteur qui refuse d'être aligné, qui cherche à diversifier ses alliances pour préserver son indépendance. Paris, de son côté, voit dans cette stratégie un affaiblissement de son influence historique, une remise en cause de son rôle dans une région qu'elle considérait comme son domaine réservé. Dans cette géopolitique mouvante, chaque sommet international, chaque vote aux Nations Unies, chaque prise de position devient un test de loyauté, mais l'Algérie ne veut plus être perçue comme une alliée par défaut. Elle veut être reconnue comme une puissance qui choisit, qui pèse, qui décide. Et si dans cette histoire écrite par les chancelleries, la clé se trouvait ailleurs, dans les mains de ceux qu'on n'entend jamais, les artistes, les écrivains, les rêveurs, au milieu de la froideur diplomatique, une voix différente s'élève. Des intellectuels, des artistes, des militants des deux rives appellent à un apaisement. Leur initiative n'a pas la solennité des sommets présidentiels, ni la brutalité des négociations commerciales, mais elle porte une force symbolique, celle du langage de l'humain. Car là où les accords échouent, la poésie parfois réussit. Là où la politique divise, l'art tente de réunir. Pour ces acteurs de la société civile, l'histoire ne doit pas être un poids qui écrase, mais un matériau à transformer. Ils écrivent, peignent, composent, organisent des rencontres. Ils bâtissent des ponts invisibles entre Alger et Paris, des passerelles fragiles mais essentielles. Pourtant, cette fragilité est aussi leur limite. Car sans relais politique, ces élans restent confinés dans l'espace symbolique. Ils inspirent, mais peinent à transformer les rapports de force. Et pourtant, ces gestes, même minimes, ne sont pas vains. Ils plantent des graines dans les imaginaires. Un film qui interroge la mémoire coloniale, une exposition commune, un texte signé à deux voix, autant de fragments qui lentement fissurent le mur de la méfiance. Mais ces fissures ne suffisent pas à faire tomber la forteresse, elles rappellent simplement qu'au-delà des calculs électoraux et des intérêts stratégiques, il existe une aspiration humaine à la réconciliation. Ce souffle venu d'en bas n'est pas un contre-pouvoir classique, c'est une mémoire alternative, une force qui refuse les récits officiels. C'est une autre manière de dire « nous ne sommes pas condamnés à répéter l'histoire ». Mais ce souffle, pour se transformer en mouvement durable, doit trouver une oreille attentive. Or, tant que les gouvernants resteront prisonniers de leurs calculs, la voix de la société civile résonnera comme un chant fragile, beau mais isolé, dans un espace politique verrouillé, un livre ouvert dont les pages sont collées les unes aux autres. On sait qu'il reste des chapitres à lire, mais personne n'ose les détacher. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'avenir des relations entre l'Algérie et la France. Le présent est une attente lourde faite de méfiances accumulées et de promesses avortées. L'Algérie affirme sa ligne. Pas de concession sur la souveraineté, pas d'oubli sur la mémoire. La France, elle, oscille entre gestes d'apaisement et discours électoraux musclés, prisonnière d'une opinion publique fracturée. Chaque signe est scruté, chaque silence interprété. Le futur se construit donc sur des ambiguïtés, des gestes partiels, des dialogues interrompus. Ce futur suspendu n'est pas un vide. Il est un champ de possibles, mais ces possibles sont contradictoires. D'un côté, l'Algérie aspire à une relation d'égal à égal, débarrassée des privilèges hérités du colonialisme. De l'autre, la France peine à rompre avec une posture où l'histoire coloniale reste une arme à double tranchant. Trop l'assumer, c'est risquer la tempête intérieure. L'ignorer, c'est nourrir la rancœur algérienne.
Dans ce paysage incertain, la relation devient un miroir de deux sociétés en quête de sens. En Algérie, la jeunesse observe avec lucidité les contradictions oscillant entre colère et désir d'avenir. En France, la diaspora algérienne est à la fois un pont et un champ de tension, utilisé tantôt comme levier de rapprochement, tantôt comme instrument de pression politique. Le futur reste donc suspendu, non pas parce qu'il est invisible, mais parce que les acteurs hésitent à l'écrire. Chacun attend le geste de l'autre, chacun redoute de perdre en reconnaissant, de céder en tendant la main. Alors la question demeure, peut-on bâtir une relation nouvelle sans déchirer les pages anciennes ? Ou faut-il accepter que ce livre reste à jamais bloqué, ouvert sur un passé qui refuse de se transformer en avenir ?